Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour 100% Sport sur DJFM, l'émission qui retrace l'actualité sportive de la semaine. Aujourd'hui, un 100% Sport un peu spécial puisque nous allons parler exclusivement sport de combat. Pour cela, 4 chroniqueurs vont m'accompagner aujourd'hui, à commencer par Mel Lauvergne. Bonjour. Salut Enzo et merci de nous recevoir. Avec plaisir. Bonjour Nathan Giordana. Bonjour Enzo. Bonjour Nathan. Bonjour, ma première, merci beaucoup. Et enfin Jesse Dilegro. Bonjour Enzo. Au sommaire, les Awards de l'année 2023 en MMA, les meilleurs combattants MMA des Alpes-Maritimes, le débat sur un combat très attendu pour tous les fans français de MMA et on finira par du catch. C'est parti et on démarre par les Awards. Mel et Nathan Giordana, vous avez créé il y a quelques mois 100% MMA disponible en site web, sur TikTok, Twitter, YouTube et Instagram. Et vous avez fait fin décembre un article sur vos awards de la saison 2023 en MMA. Au total, il y en a 6. Le combattant français de l'année, la combattante de l'année, le combattant de l'année, la surprise de l'année, le KO de l'année et le combat de l'année. On commence par vous, Nathan, et présentez-nous vos 3 awards. Le premier, c'est le combattant français de l'année. Il s'agit bien évidemment de Benoît Saint-Denis, le seul français à l'UFC avec 3 victoires en 2023. Il a commencé donc cette année 2023 par l'UFC Vega 76 avec une victoire contre Ismaël Bonfim, bien sûr. L'invaincu depuis 9 ans, il ne partait donc pas favori, mais il s'impose facilement par étranglement arrière au premier round. Donc c'est une surprise. Il poursuit ensuite lors de l'UFC Paris 2 contre Thiago Moises. Le 15e de la catégorie des lightweight et il n'a rien laissé à son adversaire. Il finit au deuxième round par un TKO dans une mare de sang et enfin il finit en novembre par l'UFC 295. C'était la première fois qu'il combattait sur une main card d'un événement numéroté contre l'américain Matt Frevola à domicile et il s'impose par KO un high kick en seulement 1 minute 30 et il intègre ainsi le top 15 des moins de 70 kilos et je tenais quand même à mettre des mentions honorables à William Gomis et Kevin Jousset qui étaient les 2 seuls français avec 2 victoires à l'UFC en 2023. Et Mel aussi, vous aviez un autre combattant en tête. Oui, déjà faut dire que BSD c'est évidemment le combattant français de l'année pour tout le monde, mais le seul combattant français qui aurait pu peut-être titiller ce titre de meilleur combattant français de l'année, ça aurait pu être Saadine Parnasse. S'il avait gagné contre Bartoszynski en moins de 77 kg au KSW, alors là peut-être qu'il aurait pu rentrer dans le débat, et c'est même pas sûr, mais BSD évidemment le combattant français de l'année. On continue Nathan avec la surprise de l'année. J'avais en tête 2 potentiels gagnants, Sean Strickland et mon choix. Il a commencé l'année 2023 par une première victoire contre le français Nassourdine Imavov par décision unanime. Il poursuit en juin contre Abus Magomedov. Il gagne par TKO et en fait il a la chance d'avoir un title shot contre le champion dominant de la catégorie des poids moyens, Israël Adesanya. Il part logiquement pas favori, il est coté même à 5,4 et personne ne le voit gagner contre le champion dominant. Mais la surprise n'est pas simplement de gagner contre Adesanya, mais c'est plutôt de s'imposer avec la manière. Il a gagné sur 25 minutes, 5 rounds. Il a dominé en striking, là où Adesanya est vraiment dominant depuis de nombreuses années. Et il réussit à s'imposer donc par décision unanime. Et il mérite forcément donc ce titre de surprise de l'année. Et on va finir avec vous par le combat de l'année. Le combat de l'année, il y en avait beaucoup et j'en ai choisi 3. Le premier, c'était en mars dernier, Volkanovski contre Makhachev, le combat numéro 1, parce qu'il y en a eu 2 cette année. Donc le combat sûrement avec le plus d'enjeux cette année, le combat entre le numéro 1 et le numéro 2 du classement pound for pound, donc toutes catégories confondues, et le combat entre le champion des featherweight contre celui des lightweight, donc Volkanovski contre Makhachev. Et cette fois, c'est la technique en fait qui m'a marqué, et la tactique aussi, parce que de part et d'autre, le game plan a été assuré du début jusqu'à la fin. Et Makhachev en striking nous a étonné. Par exemple, il a scoré un knockdown sur l'Australien, et à l'inverse, c'est Volkanovski qui nous a surpris avec sa lutte, son grappling. Il arrivait à maîtriser et à cadenasser Makhachev. Donc pour moi, c'était le premier combat marquant de l'année. Le deuxième, c'est celui d'Alexandre Pantoja contre Brandon Royval. Le combat s'est déroulé lors de l'UFC 296, le dernier événement numéroté de l'année 2023. Et c'était un co-main event. Et forcément, il était marquant parce qu'il y a eu pas mal de techniques. Il était dynamique, intéressant forcément à regarder. Mais mon combat choisi pour le combat de l'année, c'est encore une fois Alexandre Pantoja contre Brandon Moreno, le numéro 2. Ils sont déjà affrontés dans le passé lors du co-main event de l'UFC 290. 5 rounds de plaisir, 5 rounds de guerre acharnée, 25 minutes de pure technique, techniquement. Et c'était un combat où on avait vraiment du MMA, donc du striking, de la lutte, du grappling, on avait tout. Et pour citer le spécialiste MMA de RMC Sport, Alexander Binet, comme il a dit juste après le fight, 25 minutes de fight, 18 minutes d'highlight, c'est pour dire vraiment ce combat à quel point il était marquant.
Nathan Rochefort, vous avez aussi votre combat de l'année? Alors tout à fait, déjà j'aimerais souligner la qualité de ce qui a été proposé comme combat. On n'a vraiment vu que des guerres citées, mais j'aurais aimé ajouter que sur le plan français, on a également eu droit à un combat d'exception. Je vous parle évidemment donc de Axel Sola qui était contre Tourpal Younusov pour la ceinture des lightweight de l'Ares. Et ce combat qui a eu lieu donc le mois dernier, c'était une véritable guerre et techniquement magnifique à regarder, avec des phases de cage control dans les 2 premiers rounds. Très impressionnantes ces phases, et on a également vu le striking d'Axel Sola, le niçois qui est mon voisin. Il a délivré une performance absolument extraordinaire et a mis KO Tourpal Younusov qui était pourtant favori sur le départ. Donc voilà un grand combat pour le français. Merci pour la réaction Nathan Rochefort et merci à vous Nathan Giordana. On va directement enchaîner avec vous Maël et vos 3 awards également, et on va commencer par la combattante de l'année. Alors pour ma combattante de l'année, c'est évidemment Alexa Grasso. Il y avait peu ou pas de débat pour ce titre. Elle a fait une année parfaite, on peut dire, avec une victoire en mars. C'était sur la carte de l'UFC 285, celle de malheureusement John Jones contre Cyril Gane, on s'en rappelle. Et c'était le combat juste avant ce combat. Et c'était un magnifique combat. Alexa Grasso était évidemment underdog au départ de ce fight. Shevchenko était sur 5 ans sans défaite, donc elle était évidemment ultra favorite. Et c'est au 4e round qu'elle s'impose par étranglement arrière sur Shevchenko. Donc c'était un retentissement énorme. La salle était choquée, tout le monde était choqué. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Et ensuite, alors qu'on se disait peut-être qu'elle va logiquement rendre la ceinture à Shevchenko car elle est peut-être moins talentueuse, non. Dans leur 2e combat, c'est finalement une égalité. Donc elle a réussi à prouver au monde entier que voilà, ce premier combat, ce premier étranglement arrière dans l'UFC 285, ça venait pas de nulle part. C'était vraiment une performance qu'elle méritait, et maintenant elle s'est imposée peut-être comme la championne la plus dominante de toutes les catégories féminines à l'UFC. Vous avez une autre combattante en tête, Nathan ? Tout à fait, j'aimerais souligner déjà encore une fois la qualité d'Alexa Grasso qui a fait une année parfaite et qui a vraiment fait taire les critiques, parce que c'est vrai que ce premier combat contre Shevchenko c'était assez fou. Mais j'aimerais aussi souligner la qualité de notre française Manon Fiorot qui a gagné un combat extraordinaire contre la légende de l'UFC double championne Rose Namajunas lors de l'UFC Paris 2 en septembre dernier. The Beast, elle était vraiment face au plus grand défi de sa carrière. Un combat où vraiment elle était favorite sur le papier, mais en réalité on avait beaucoup de questions vis-à-vis de la lutte de Rose Namajunas et de l'état de forme de Manon. Elle a délivré un combat tout simplement parfait, 3 rounds hyper maîtrisés et une victoire par décision unanime. Moi j'étais en tribune comme un fou et vraiment félicitations à Manon pour cette belle année, et on espère qu'elle s'imposera à nouveau le 30 mars contre Blankfield pour son premier main event à l'UFC Atlantique. On enchaîne avec le combattant de l'année, Maël. Alors mon combattant de l'année, il y en avait beaucoup qui auraient pu être cités cette année. Il y avait Sean Strickland qui fait une année aussi parfaite, champion, 3 victoires, etc. Poatan aussi, Alex Pereira, 2 ceintures, c'était aussi extraordinaire. BSD, 3 victoires, il s'est révélé aux yeux de tous. Mais mon champion, c'est Islam Makhachev. Et c'est le champion des moins de 70 kg des légers à l'UFC, la catégorie la plus relevée, la plus dense, avec celle des bantamweight. Il fait une année... 2 combats, 2 victoires, donc on peut penser parfaite. Son premier combat à l'UFC 284, il me semble, à Perth, c'était contre Alex Volkanovski. Il défend sa ceinture contre le champion des featherweight, donc la catégorie en dessous des kilos. Et il arrive à gagner au bout de 5 rounds. C'était un combat extrêmement disputé. Il y avait des débats sur qui avait réellement gagné, mais selon moi, c'était Makhachev. Donc il a réussi à montrer que voilà, il était meilleur que Volkanovski. Et ces débats se sont tus quand, au 2e combat, au rematch entre les deux, Makhachev a envoyé un coup de pied à la tête à Volkanovski, il l'a éteint, et c'était une chose qu'on n'avait pas vue depuis plus de 10 ans, il me semble, voir Volkanovski tomber par terre, TKO. Et c'était, en plus d'être le combattant de l'année, c'était peut-être la performance de l'année, parce que mettre KO Volkanovski, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc voilà, c'est le champion, c'est le numéro 1 pound for pound, et voilà, c'est le combattant de l'année. C'est très clair, c'est très simple, parfait. Et on va finir avec vous, Maël, par le KO de l'année. Et mon KO de l'année, c'est Israel Adesanya contre Alex Pereira, donc leur 2e affrontement. Et c'est le KO de Izzy contre Poatan. En plus d'être un beau KO visuel, c'est pas le plus beau de l'année, mais ce beau contre de Adesanya, il faut quand même dire que c'est quelque chose de techniquement très fort. Mais c'est pour vraiment féliciter tout ce qui entoure ce combat.
La revanche que Izzy a pris face à Poatan, lui qui s'était fait humilier quelques mois avant sur son propre terrain en MMA à l'UFC. Poatan qui vient le mettre KO, il avait besoin de se venger et il a fait de la parfaite des manières et avec une célébration qui restera sûrement dans l'histoire de l'UFC. Nathan Giordana, vous aviez aussi un autre KO en tête. Sûrement un peu moins marquant que celui d'Adesanya contre Pereira, mais c'est celui de Brandon Royval contre Nicolau, le Brésilien. Un coup de genou sauté au premier round, mais c'est en plus qu'il soit spectaculaire, c'est surtout le timing qu'il a. Il effectue vraiment au bon moment, dans plein montant, et forcément le Brésilien ne tient pas et tombe dès le premier round, et franchement il était marquant. Et Nathan Rochefort. Alors, de la même façon, je dis incroyable les deux KO qui ont été cités. Mais j'aurais aimé ajouter qu'on est tous d'accord que le KO du peuple, c'est évidemment celui de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, dans l'une des plus grandes entrées de l'histoire de ce sport. Mais après, si on rentre dans la technique, j'aurais aimé ajouter que j'ai quand même un KO favori pour cette année, c'est celui donc de notre niçois Baris Adigouzel lors du Cage Warrior en novembre dernier, qui a mis une droite de l'espace contre l'italien Bertinazzi au bout vraiment de 2 minutes. Une performance extraordinaire pour notre franco-kurde et vraiment pour moi c'est mon KO de l'année. Parfait, merci à vous trois et n'hésitez pas pour tous les auditeurs de 100% Sport de suivre 100% MMA sur toutes les plateformes. Maintenant plaçons combattants de la région des Alpes-Maritimes. On a eu un avant-goût des meilleurs moments et des sportifs au niveau international de la saison de MMA. On va réduire un peu le périmètre et se concentrer sur les Alpes-Maritimes, puisque l'émission est bien évidemment tournée à Nice. La salle de la Boxing Squad accueille parmi les meilleurs combattants français. Nathan Rochefort, pouvez-vous nous en dire plus ? Le saviez-vous, Nice est parmi les temples européens du MMA. Je vous parle notamment de la Boxing Squad située à Nice-Saint-Isidore, qui est l'une des salles les plus respectées sur le plan national et voire même européen. Je vais donc vous parler de ces combattants d'exception qui s'entraînent dans cette salle. Je vous parle notamment évidemment de Manon Fiorot, qui est classée numéro 3 mondial dans la catégorie flyweight de l'UFC. La française qui aura sans doute un title shot si elle s'impose contre Erin Blankfield en mars prochain lors de l'UFC Atlantique. Attention, ce combat va être peu évident pour Manon face à Blankfield, donc issue du Jiu-Jitsu, une très grosse combattante qui elle aussi en 6-0 à l'UFC. Et de la même façon chez les hommes, dans cette salle il y a vraiment deux monstres que sont Virgil Haugen et Axel Sola. Donc Axel Sola, on a déjà parlé précédemment, le niçois qui est désormais champion des lightweight de l'ARES et qui est vraiment monstrueux. Et Virgil Haugen également, qui méritait d'avoir un title shot contre Shigemoto, qui n'a malheureusement pas fait le poids, mais lui aussi est un très gros prospect du MMA français. Et il y a d'autres surprises, d'autres talents cachés dans cette salle. Donc avec évidemment Baris Adigouzel que je vous ai cité, qui va être rappelé dans les prochains jours par le Cage Warrior pour un combat. Ilyes Giroun qui a combattu hier soir au moment où on se parle au KOF, donc le King of Fighters de Marseille, et qui a mis KO son opposant. Donc Ilyes Giroun, qui vous le savez peut-être, mais c'est le combattant qui a un record assez incroyable. C'est le combattant qui a le plus de victoires consécutives sur le plan français. 11 victoires de suite entre 2014 et 2018, donc vraiment un très gros potentiel chez les lightweights. On a aussi Dimitri Souliemais qui était en main event du PFL Dublin le mois dernier, donc très gros prospect niçois. Je pense aussi également à Théo Muris et Kalim Mastouri, donc deux très gros combattants qui participent au MMA League ce week-end. Et donc voilà, cette salle est remplie de monstres. Ouais, exactement, j'allais dire un gros vivier et beaucoup de talent dans cette salle. Merci beaucoup Nathan et on va passer maintenant au débat. Let's get ready to rumble! C'est officiel, depuis quelques jours, Benoît Saint-Denis a obtenu un combat face à Dustin Poirier. Cerise sur le gâteau, ce choc entre notre Français et The Diamond est en co-main de l'UFC 299, donc prévu en 5 rounds, une première pour God of War. Le combat aura lieu au Kaseya Center de Miami le 9 mars prochain. J'aimerais tout d'abord vous poser la question, messieurs, est-ce que c'est un combat qui fait sens quand on sait que Dustin Poirier est classé 3e et que BSD a intégré le top 15 et maintenant 12e? Nathan, une réaction? Pour moi, il est logique, même s'il y a ce grand écart entre les deux combattants, parce qu'en fait, si on prend le classement des poids légers, on remarque que chaque combattant, soit il est blessé, soit il a en fait un combat déjà prévu, où il est trop haut ou trop bas par rapport à Benoît, et en fait, Poirier était l'adversaire potentiel qui pouvait combattre contre Benoît, car si on se met à la place de Benoît,
Pour ma part, je pense pas qu'il devait prendre en dessous de la 7ème place. Donc si on regarde la 7ème place, c'est Dariush qui revient d'un KO, donc un peu compliqué. 6ème place, c'est Gamrot qui combat contre Dos Anjos en mars. Le 5ème, Michael Chandler, on le sait très bien, qui attend forcément Conor McGregor. Et le 4ème, Tsarukyan, qui combat contre le premier Oliveira. Donc il restait le 3ème et le 2ème. Le 3ème, Poirier, donc forcément c'était possible. Et le 2ème, Gaethje, pour moi, il est quand même assez haut par rapport à Benoît. Et ça pourrait être le prochain combat après Dustin Poirier. Maël. Ouais, c'est logique comme combat parce que en regardant les tendances des deux combattants, on voit que BSD, on l'a dit encore dans cette émission, et ça fait longtemps qu'on l'a dit, mais qui est en train de grimper à une vitesse phénoménale. Et de l'autre côté, Dustin, qui est en train de descendre. C'est un grand mot, mais il sort d'un KO quand même violent contre Gaethje. Donc c'est deux tendances qui vont se croiser. Et comme Nathan l'a dit juste avant, on voyait mal BSD prendre un combattant en dessous du top 7, donc c'était la seule option, et c'est une bonne option. Nathan, ouais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Dana White et ses équipes, avec notamment Hunter, son adjoint, ils ont bien compris le phénomène Saint-Denis. En fait, c'est un combattant assez incroyable parce qu'il a un pays entier derrière lui. Il a une interaction qui est assez folle. Et puis les gens s'associent à son image, en fait, ses images militaires, ses valeurs. Et puis donc, les pères de famille, il y en a plein qui regardent le MMA juste pour Saint-Denis. Et ça, je pense que Dana White a bien compris l'ampleur de ce combattant. Et c'est pour cela qu'en fait, il a fait un bond quasiment jamais vu. Moi, je pense quasiment qu'à Pereira quand on parle vraiment d'un title shot qui pourrait être aussi rapide que celui que pourrait avoir Saint-Denis. Donc, c'est assez incroyable. Et pour Saint-Denis, je pense que c'est le combat parfait parce qu'en termes de style, c'est deux strikers d'exception, deux combattants qui aiment aller à la guerre. Mais j'ai une petite crainte, c'est que si Saint-Denis se livre, eh ben on sait que Dustin Poirier a un cardio absolument extraordinaire. Il sait subir et après rendre les coups, contrer parfaitement. Donc attention, c'est la crainte pour moi à ce que Benoît s'essouffle dans les 3 premiers rounds et qu'il se fasse vraiment sévèrement punir dans les 2 derniers. Et sur cette affiche, BSD est d'ailleurs favori par les bookmakers. Il est coté à 1,70 et Dustin Poirier 2,05. Est-ce que c'est un peu étonnant qu'il soit plus bas, BSD ? Je vais un peu répéter ce que j'ai dit. Enfin, c'est un peu les mêmes arguments. C'est vraiment les tendances des combattants. BSD est sur 3 combats et 3 KO complètement fous d'affilée. Un KO magnifique contre Matt Frevola, alors que lui, Dustin, ressort d'une performance compliquée contre Gaethje, même s'il y avait un premier round intéressant. Il se fait mettre KO, et on sait que dans ce sport, surtout à un âge qui commence à monter pour Dustin, un KO, ça peut vraiment handicaper une carrière. Et par rapport à ce que Nathan Rochefort a dit juste avant, oui, les styles de combat, c'était peut-être le meilleur match-up pour BSD dans ce top 15, enfin, au-dessus de lui en tout cas, car c'est un striker, et BSD a un sol, un jiu-jitsu qui est sans doute meilleur que Dustin, donc c'est peut-être pour ça que les bookmakers le mettent favori face à Dustin Poirier. Ça peut être une clé du combat pour God of War. Comment il pourra un peu déjouer Dustin Poirier ? Pour moi, il peut le tenir en striking et en grappling. Après, il faut savoir que Dustin Poirier, c'est quand même une légende. Il a expérimenté. Il est ceinture noire aussi de JJB. Donc, le grappling, il faut faire attention pour Benoît. Mais on l'a vu contre Frevola, il l'a emmené au sol, même s'il n'était pas en position dominante. Donc, il était confiant sur son sol. Et là, je pense qu'il pourrait encore aller au sol. Et même en striking, on l'avait vu contre Gaethje à 2 reprises. Donc, pour le premier combat et la revanche, les low kicks de Gaethje faisaient mal à Poirier au fur et à mesure. Et quand on connaît la puissance et le volume de kick envoyé par Benoît, ça peut être aussi la solution. Donc pour moi, son game plan peut être vraiment varié, et Dustin Poirier ne pourra peut-être pas s'attendre à vraiment un game plan précis. Nathan Rochefort ? Mais je rejoins totalement ce qui a été dit, et de la même façon, je sens vraiment que le high kick est la meilleure solution pour Benoît, parce que si on parle vraiment de sol, il n'y a que Charles Oliveira qui a vraiment humilié Dustin Poirier, parce que Charles Oliveira a un niveau quasiment jamais atteint en JJB. Debout, ce sera une guerre, on ne sait pas, chaque coup peut être décisif, mais ce qui est vrai, c'est que des deux côtés, il y a un knockout power et un volume qui va être mis, qui risque d'être assez fou. Donc l'arme secrète, c'est peut-être pour Benoît, c'est vrai que ce fameux high kick qui travaille à l'entraînement et qui pourrait surprendre Dustin Poirier, qui s'est déjà fait avoir pour la ceinture du BMF par Justin Gaethje. Donc c'est la technique secrète pour Benoît, à mon avis. On va parler surtout des enjeux du combat, parce que si BSD venait à s'imposer, est-ce qu'il pourrait pas aller chercher plus haut, et pourquoi pas même le champion Islam Makhachev ? Pour moi, il y a 2 enjeux, et le premier, ce serait bien sûr de grimper dans cette catégorie des moins de 70 kg. Forcément, une victoire contre Dustin Poirier, c'est quand même... des portes. Oui, effectivement, ça ouvre des portes, et ça peut permettre
pas directement un title shot, mais peut-être une victoire supplémentaire et après il pourrait affronter le champion Makhachev. Donc peut-être une victoire supplémentaire contre quelqu'un classé au-dessus de lui, donc soit Oliveira, soit Tsarukyan qui s'affrontent pour l'UFC 300 en avril. C'est ça, faut rappeler qu'il y a quand même un combat entre Oliveira et Tsarukyan qui sont... Oliveira une légende des lightweight et Tsarukyan qui est un peu BSD, ce qu'il a pu faire, mais quelques temps avant, c'est-à-dire qu'il est monté à une vitesse phénoménale. Et Makhachev qui attend, donc même s'il gagne contre Dustin Poirier, même avec un KO au premier round, c'est dur de l'imaginer avec un title shot contre Makhachev. Il faudra sûrement passer contre le vainqueur de Tsarukyan Oliveira. Et ça, c'était bon de rappeler, je pense. Il y a aussi la ceinture BMF qui est toujours dans la tête de BSD et forcément une victoire contre Poirier, ça pourrait lui ouvrir les portes d'un combat contre Gaethje, donc pour la ceinture BMF, et même s'il venait à s'imposer, donc il aurait la ceinture BMF, mais ça lui ouvrirait aussi les portes d'un combat contre le champion Makhachev. En tout cas, pour rappel, le combat aura lieu le 9 mars prochain à Kaseya Center à Miami à l'occasion de l'UFC 299. Merci à tous et on passe maintenant à la dernière chronique de l'émission. Un coup de la corde à l'âge de Big Show qui passe par-dessus la troisième corde. Un et deux. Il n'y aura pas trois, mais simplement deux. Vous les avez peut-être reconnus à travers ce jingle, les deux commentateurs français de catch, Christophe Ajus et Philippe Chéreau, car oui, nous allons parler de catch GC. Tout à fait Enzo, à travers cette chronique, nous allons déconstruire les préjugés à propos du catch américain. L'exemple le plus évident est la WWE, la World Wrestling Entertainment. Il s'agit de la plus grosse fédération de catch. Si dans votre jeunesse vous avez suivi Rey Mysterio, John Cena ou Randy Orton, tous sont à la WWE. Concrètement, c'est quoi le catch ? Alors à savoir que le catch américain, c'est le nom donné en France. Aux États-Unis, on parle de lutte professionnelle, de wrestling. Ce n'est pas un vrai sport, mais du divertissement sportif. Il faut voir le catch américain comme une série sur toute l'année, où à la fin, tout se règle sur un ring. Mais le catch, c'est pour de vrai ou pour de faux ? C'est le grand débat, toutes les fédérations sont évidemment là pour donner cette impression de réalité. Si le catch est une série, il y a des scénaristes qui créent des personnages et qui décident des vainqueurs des matchs. Cependant, rien n'est fixe et les plans peuvent changer le jour même d'un show. Et est-ce qu'ils se font mal ou pas ? Et pour déconstruire ce préjugé, Enzo, la réponse est oui. Ils apprennent à tomber, à recevoir et à donner des coups. Néanmoins, ils prennent des risques monstrueux sur le ring. Certains catcheurs sont par ailleurs morts pendant un combat ou ont été gravement blessés. Ça a failli être le cas de Randy Orton récemment. Il a été blessé pendant 18 mois mais a réussi à faire son retour il y a maintenant quelques semaines. Et pourquoi le catch fait autant parler de lui en 2024 ? Tout simplement parce qu'il y a un nouvel âge d'or. La WWE a notamment réussi à faire revenir The Rock, John Cena ces derniers mois, ou encore CM Punk, même si les fans de MMA aimeraient bien l'oublier. Des stars comme Logan Paul ou Bad Bunny se sont même mis au catch. Une autre fédération concurrente, la All Elite Wrestling, a rempli les 80 000 places de Wembley l'année dernière, démontrant l'importance de la communauté catch. En plus, l'actualité est liée à la France puisque la WWE va se produire à Lyon les 3 et 4 mai prochains pour un pay-per-view, ce qui est une première. Et on y sera, Jesse ? Exactement. Bien Enzo. évidemment. Bien évidemment, on a pris nos places. Voilà, on a sauté sur l'occasion. Merci beaucoup, Jesse. Et j'aimerais parler de certains combattants comme Brock Lesnar, CM Punk et Ronda Rousey qui ont combattu à la WWE, mais également à l'UFC. Leur passage à Brock Lesnar, CM Punk et Ronda Rousey à la WWE, il était comment ? Alors c'était un véritable carton, un véritable succès. Je vais commencer par le plus ancien qui est Brock Lesnar. Brock Lesnar a commencé le catch dans les années 2000. Il a eu de nombreux règnes de champion du monde, dont un qui a duré plus d'1 an, ce qui est quand même colossal. C'est pareil pour CM Punk qui a eu un fameux règne de 360 jours, ce qui est fou dans le monde du catch. Les deux ont eu donc un très grand succès. Même chose aussi pour Ronda Rousey, forcément dès son arrivée, elle a été double championne du monde, une fois championne de la WWE et également une fois championne par équipe féminine, ce qui a fait d'elle la 8e Triple Crown, c'est-à-dire la 8e femme à avoir remporté tous les titres de la fédération. Est-ce que c'était le cas aussi, messieurs, à l'UFC pour ces trois ? Pour Brock Lesnar, c'était un peu plus mouvementé parce qu'il arrive à l'UFC déjà en star. Il fait un petit combat dans une autre organisation, mais il arrive à l'UFC contre Frank Mir. Il perd, parce que Frank Mir, c'était quelqu'un quand même à l'époque. Et après, il a réussi à enchaîner quelques belles victoires, encore contre Frank Mir, où il prend sa revanche, contre Randy Couture, qui était une vraie brute à l'époque. Et il arrive à être champion avec 2 défenses de titre. Donc c'est quand même quelque chose à ne pas négliger, même s'il était un peu avantagé avec le fameux Dana White Privilege. Mais sa carrière se finit un peu mal avec une défaite contre Cain Velasquez, Alistair Overeem et un dernier no contest contre Mark Hunt qui vient un peu entacher sa carrière à l'UFC. Pour Ronda Rousey, Nathan Giordana ? Ronda Rousey, c'était en fait la première star féminine de l'UFC.
Elle a été la première championne, elle s'impose par une clé de bras, elle poursuit par une autre victoire par clé de bras, et au final en fait ce sont 5 défenses de titre en plus de sa ceinture gagnée donc en 6 combats, sur ces 6 combats 6 clés de bras, donc c'est vraiment phénoménal, et 3 KO, donc elle était vraiment marquante, et du point de vue aussi spectaculaire, elle vendait beaucoup, donc c'était aussi une star, en fait c'était pas simplement elle était performante, elle vendait aussi, donc elle a vraiment marqué les esprits des fans de l'UFC. Et CM Punk, pareil, Nathan. Là, c'est totalement l'inverse. CM Punk, il est en 0-1-1. Initialement, il était en 0 victoire, 2 défaites, mais son dernier combat a été changé en no contest. Et il a vraiment pas du tout marqué les esprits des fans de l'UFC, ou sinon il les a marqués de la mauvaise des manières, on va dire. Et oui, il est resté de 2016 à 2018 de combat, et après Dana White n'a plus voulu entendre parler de CM Punk. Une actualité aussi qui est sortie récemment avec Endeavor, la société mère de l'UFC qui a racheté la WWE. Elle fusionnera avec l'entreprise de Vince McMahon, voilà, qui est organisatrice d'événements d'MMA pour former une nouvelle société cotée en bourse. Donc Endeavor détiendra 51% de la société issue de la fusion, le reste étant détenu par les actionnaires de la WWE. La valeur de l'entreprise est estimée à 21 milliards de dollars, donc environ 12 milliards pour l'UFC et 9 milliards pour la WWE. Et justement, Nathan Rochefort, vous avez des explications par rapport à ça? Cette société qui possède à la fois l'UFC et la WWE, elle a un intérêt particulier, elle a une grosse réflexion en tête. Elle aimerait en fait que l'UFC aille ailleurs en France. Donc, pour vous expliquer, pour le moment, les UFC ont lieu uniquement à Paris, mais cet événement de catch en avril sera en réalité un test pour voir la capacité à accueillir des événements de la part des autres villes françaises, car l'intention de Dana White et ses équipes est claire, vraiment développer leur couverture du MMA en France, de l'UFC. Ils ont notamment fait des tests dans les salles donc, du Palais Nicaïa, ou que ce soit pareil pour Marseille, Lyon, Montpellier, et ça a été un succès pour ces 3 villes, ces 3 dernières villes. Mais malheureusement, Nice n'aurait pas été accepté, en raison donc des débouchés, du fait qu'on ne peut pas sortir assez vite du stade. Mais voilà, les intentions de l'UFC sont claires, se propager en France. Merci beaucoup Nathan. Merci à vous d'avoir participé à l'émission, messieurs. C'était très plaisant, c'était la première fois qu'on faisait une émission 100% MMA, on va dire, même avec le catch qui arrivait à la fin et l'actualité de ces dernières semaines. Donc merci à vous et on se retrouve pour une prochaine émission, pour un prochain 100% sport sur les ondes de DJFM.